Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le président du conseil départemental de Saint-Louis, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames, Messieurs les consuls, Messieurs les chefs d'état-major d'armée et directeurs de service, Monsieur le colonel, commandant de la zone militaire numéro 2, Monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Monsieur le colonel commandant le Prytanée militaire de Saint-Louis, Monsieur l'inspecteur d'académie de Saint-Louis, Monsieur le directeur des études du Prytanée militaire de Saint-Louis, Messieurs les notabilités religieuses, coutumières et locales, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers parents d'élèves, chers partenaires, honorables invités, chers collègues, chers élèves. C'est avec un réel plaisir et un grand honneur que je saisis l'opportunité qui m'est offerte de sacrifier à la tradition par la lecture du discours d'usage de la cérémonie de distribution des prix aux élèves qui sont le plus distingués durant cette année scolaire 2023-2024. C'est pourquoi, à l'entame de mon propos, je voudrais remercier infiniment le commandement et la direction des études, l'encadrement militaire et le corps professoral de ce prestigieux établissement de m'avoir investi de leur confiance en portant le choix sur ma modeste personne pour accomplir ce geste ô combien symbolique. Je vous remercie également, chères autorités et invités ici présents, venus de divers horizons, chacun en son rang, titre et grade, d'avoir bien voulu prendre part à ce rendez-vous annuel inscrit dans l'agenda du Prytanée militaire de Saint-Louis. Votre présence ici témoigne encore de votre soutien indéfectible au Prytanée militaire de Saint-Louis et de votre engagement envers l'éducation qui, il faut le dire, est aujourd'hui en proie à bien des défis. D'où la pertinence du débat posé dans notre thème de ce matin, à savoir la centralité de l'élève dans les enseignements et apprentissages. Quels rôles et responsabilités des acteurs pour l'amélioration des performances scolaires. L'éducation a longtemps été au cœur des préoccupations fondamentales de l'humanité. En effet, toute société qui aspire au développement et à la sécurité n'a de choix que d'investir dans l'éducation. Car, comme l'affirme Nelson Mandela, je cite, « Elle est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Fin de citation. Pour autant qu'elle soit aussi importante, sa concrétisation demeure délicate dans une conjoncture marquée par les inégalités, l'adaptation au numérique avec l'impérieuse nécessité d'intégrer ou de domestiquer l'intelligence artificielle, l'inclusion et j'en passe. Dans le contexte sénégalais où les pouvoirs publics sont résolument tournés vers la promotion d'une éducation de qualité pour tous, en vue de doter notre patrie d'un capital humain capable de faire face à tous les défis, dont celui du développement intégral, il semble pertinent de réfléchir sur les conditions de dépassement des contre-performances pour construire et sédimenter une école de la réussite. Ce sont ces orientations qui président au choix de méthodes d'enseignement et d'apprentissage capables de mieux répondre aux besoins de l'élève. Il convient de souligner que, depuis longtemps, peut-être bien avant l'Antiquité grecque, de nombreuses méthodes ont été pratiquées, se targuant chacune de mieux pourvoir l'élève de savoir. Elles peuvent être réparties en deux grandes familles pédagogiques, l'une centrée sur l'enseignant et qui a longtemps prévalu dans nos systèmes, et l'autre centrée sur l'apprenant. En choisissant d'aborder la question de la centralité de l'élève dans les enseignements et apprentissages, nous soumettons à la réflexion un choix mûrement réfléchi de stratégies d'enseignement qui se constituent d'actions qui mettent mieux en œuvre les trois grands mandats de l'école, tels que résumés par Maryse Pauvin, à savoir la transmission des savoirs, la socialisation à des valeurs communes et la qualification professionnelle. La pédagogie axée sur l'élève, également appelée l'approche par les compétences, puisque c'est de ce choix qu'il s'agit, vise essentiellement à préparer l'enfant à faire face aux défis de la vie et de son avenir dans un monde aléatoire. Cette pédagogie exige de l'enseignant une posture nouvelle par laquelle il met l'apprenant en confiance
pour lui permettre d'éclore tout son potentiel. Monsieur le ministre, auguste Assemblée, pour bien vous entretenir sur le thème de la centralité de l'élève dans les enseignements d'apprentissage, nous tenterons d'abord de présenter les dimensions novatrices et les forces de l'approche par les compétences. Ensuite, nous examinerons les rôles et responsabilités des acteurs de l'éducation dans l'amélioration des performances scolaires. Pour finir, nous formulerons quelques recommandations pour promouvoir la réussite scolaire. De prime abord, cette notion de la centralité de l'enfant devait faire peur aux pédagogues traditionnalistes ou aux paisibles conservateurs qui voyaient en cette approche un faiseur d'enfants rois ou encore de petits maîtres du monde. Malgré tout, les tenants de cette approche subversive, taxés de pédagogistes, ne se sont pas laissés divertir, encore moins détournés de leur ambition de vouloir changer l'école pour changer la société. Encore une fois, nous sommes loin de vouloir ranimer une vieille polémique. Mais si nous regardons dans la même direction que ces adeptes du renouveau pédagogique, nous pourrions souscrire aisément à leurs arguments, qui sont aussi ceux de nombreux spécialistes des sciences de l'éducation qui trouvent que les nouveaux défis du monde imposent de bien changer de paradigme dans les enseignements d'apprentissage. Lina Sylvain définit l'approche centrée sur l'enfant comme la méthode qui, je cite, place l'enfant au cœur de ses enseignements d'apprentissage. Il n'est plus perçu comme un sujet passif ou un simple réceptacle des enseignements délivrés par un magistère savant, voire omniscient. Au contraire, il est collaborateur de l'enseignant dans la construction de la leçon. Il est co-constructeur de son savoir par son implication et sa participation au processus d'enseignement-apprentissage. On comprend dès lors que cette pédagogie vise à développer l'autonomie de l'apprenant. Elle s'inspire essentiellement de la théorie constructiviste et intègre dans la formation les principes de la participation active, de l'adaptation aux besoins, des compétences pertinentes, de l'autonomie, du partage du pouvoir et de l'évaluation formative. L'approche par les compétences se fonde sur l'idée que les apprenants sont naturellement doués et qu'ils sont en mesure de développer des compétences par eux-mêmes. Ils ont juste besoin de matériel et d'un facilitateur. Kirchner et compagnie défendent, je cite, « qu'à trop guider les apprenants, on interfère avec les processus d'apprentissage naturel qui permettent aux individus de construire des connaissances nouvelles à partir de leurs propres expériences. » Fin de citation. Ainsi, l'élève qui devient un acteur de sa propre formation se sent d'autant plus intéressé que les enseignements d'apprentissage répondent à ses besoins. Il prend davantage conscience de ses nouvelles responsabilités telles que déclinées dans cette méthode qui met en avant ses droits en l'informant clairement de l'opportunité des compétences à installer. Cette approche crée chez l'apprenant l'adhésion. Aussi, l'amène-t-elle à bien coopérer lors des activités d'apprentissage puisqu'elle privilégie le travail collectif, collaboratif, les projets collectifs, les discussions, etc. Grâce à ces pratiques pédagogiques, les apprenants arrivent à se valoriser, à se procurer de l'autosatisfaction et à gagner en estime de soi, surtout lors des évaluations formatives. Leur envie de se mesurer à leur pairs rend l'environnement d'apprentissage plus engageant en ce sens que chacun s'efforce, par exemple, d'être le premier à trouver la solution à un exercice ou à répondre correctement à une question. Un enseignant ne saurait demander mieux pour espérer atteindre ses objectifs. La motivation suscitée chez l'apprenant est essentielle dans les activités d'enseignement-apprentissage. Son engagement lors des ateliers lui permet de développer son esprit critique, ses aptitudes en communication, ses capacités d'analyse et de prise de décision. La participation aux activités aide l'enfant à assimiler mieux et plus vite les enseignements reçus. Comme le résume Kassonge, cette méthode d'enseignement contribue, je cite, au développement global de l'enfant. Fin de citation. Elle semble bien réaliser les aspirations de l'éducation qui a pour vocation non seulement d'informer et d'instruire, comme le pratiquaient les méthodes traditionnelles, mais aussi et surtout de former. Pour mieux cerner la pédagogie active, il ne serait pas superflu de dire aussi ce qu'elle n'est pas, pour la distinguer de la pédagogie classique. Cette dernière est dite passive à cause de la place attribuée à l'enseignant qui dispose des connaissances
et de qui l'apprenant doit tout attendre. L'enseignant se charge de les transmettre de façon unidirectionnelle dans le cadre de cours magistraux ou d'exposés pendant lesquels l'élève ne fait que recevoir, mémoriser et restituer au moment de l'évaluation. L'objectif visé est d'amener les apprenants vers la maîtrise de contenu associée à la performance scolaire. En cela, cette pédagogie centrée sur l'enseignant instruit plus qu'elle n'éduque. La différence réside plus nettement encore dans la place et le rôle attribués aux principaux acteurs des enseignements d'apprentissage que sont les enseignants et les élèves. La centralité de l'une ou de l'autre partie constitue le principal point d'achoppement dans les débats entre pédagogues qui, en fin de compte, en sont arrivés à consacrer la dichotomie entre les deux méthodes. Il convient alors de noter qu'il y a bien eu un changement de paradigme dans les pratiques des enseignements d'apprentissage. En réalité, cela est apparu comme une révolution aux yeux des tenants des méthodes classiques pour qui il était inimaginable que l'enseignant cède la centralité des enseignements d'apprentissage à l'élève. Mais aujourd'hui, les résultats montrent que c'est plutôt une évolution qui a été opérée. Du moins, d'après les conclusions des recherches menées par Olivier Brito. Nous ne saurions négliger les arguments de ce chercheur qui, après une étude comparative des résultats scolaires et de certaines dimensions psychologiques chez les élèves issus des deux pédagogies, en est venu à la conclusion que les élèves provenant des écoles pratiquant la méthode centrée sur l'élève sont dotés, je cite, d'une plus grande habileté sociale et relationnelle, d'une plus grande efficacité dans les relations avec les adultes et d'une bonne capacité à faire face à la violence entre pairs et réalisent de meilleurs scores dans les évaluations. Fin de citation. Cette pédagogie active a créé de nouvelles fonctions à l'enseignant, qui devient organisateur et coordinateur de situations d'apprentissage, observateur des conduites d'apprentissage, conseiller auprès des élèves, gestionnaire des stratégies d'apprentissage. Dès lors, des efforts en vue d'une adaptation permanente à ces nouveaux rôles s'imposent à lui. Dans l'approche par les compétences, l'absence de monitoring par l'enseignant au moment du déroulement des actes pédagogiques ne conduirait qu'à un bricolage généralisé, plutôt qu'à une construction du savoir par l'élève, dit Philippe Mérieux. Sa responsabilité reste totale et entière vis-à-vis de ses résultats, même si l'on a souvent l'habitude d'entendre dire, quand l'élève réussit, qu'il a bien travaillé. Et en cas d'échec, l'on a tendance à imputer prioritairement la responsabilité à l'enseignant. Hélas, cette réaction tout à fait compréhensible doit sonner comme une invite à une analyse plus profonde des performances scolaires qui doit aller au-delà de ces deux acteurs immédiats. En effet, ces derniers sont entourés d'autres acteurs qui ont aussi un rôle important à jouer dans l'accompagnement des apprenants pour une meilleure mise en œuvre de la centralité de l'élève dans les enseignements d'apprentissage. Pour en venir aux rôles et responsabilités dans l'amélioration des performances scolaires, nous conviendrons que tous ces acteurs sont engagés, même s'il faut reconnaître que c'est à des degrés différents. En ce qui concerne l'élève, sa position dans cette méthode pédagogique lui confère une responsabilité accrue dans ses propres performances scolaires. Mis au centre des activités d'apprentissage, l'élève est censé interagir avec ses pairs, avec l'enseignant, mais aussi avec lui-même. Cette relation de l'apprenant à lui-même compte pour beaucoup dans l'atteinte des objectifs car, comme le dit Mérieux, je cite, « L'instruction est obligatoire, mais l'apprentissage ne se décrète pas. » Il ajoute que l'élève doit construire son savoir et qu'il doit travailler. Fin de citation. Il doit être assidu au cours, écouter les consignes et respecter ses camarades en classe. À la maison, il ne doit pas oublier de faire ses exercices, relire ses cours ou apprendre ses leçons. Ses responsables n'incombent qu'à l'apprenant s'il veut acquérir des savoirs et développer de nouvelles compétences. Cette pédagogie exige de l'apprenant de l'engagement, de la rigueur et de l'autodiscipline. C'est ainsi qu'il parviendra à remplir les contrats de performance attendus avec, bien entendu, l'aide de l'enseignant. L'enseignant, quant à lui, doit veiller au respect des bonnes pratiques de la méthode pédagogique centrée sur l'élève. Ainsi, il doit s'assurer de la qualité de ses enseignements en mettant en place des situations d'apprentissage claires, des tâches à réaliser et un objectif précis que l'élève se charge de stabiliser dans son esprit à la fin du cours. Son monitoring lors des activités d'enseignement d'apprentissage est indispensable. Il est alors attendu de lui une surveillance active de leur bon déroulement en créant d'abord un environnement où l'élève peut s'exprimer sans avoir peur d'être critiqué,
réprimander ou frustrer en cas de faute ou d'erreur. C'est ce que le psychanalyste Jacques Levin appelle l'espace hors menace. En parlant d'erreur, Jean-Pierre Assolfi nous dit qu'elle est un outil pour enseigner car elle est révélatrice du processus d'apprentissage. Elle est alors à prendre au sérieux dans la relation pédagogique ou d'éducation. L'enseignant doit surveiller de près les attitudes et comportements de l'élève afin d'en détecter tous les signaux de vulnérabilité préjudiciables à ses performances. De même, l'enseignant doit se renseigner en permanence sur l'état de la relation d'apprentissage de chaque élève grâce aux évaluations sommatives et formatives qui doivent être suivies d'un feedback approprié. Dans les cas d'élèves en risque de décrochage scolaire, une prise en charge immédiate s'impose. L'enseignant peut, par exemple, leur offrir un accompagnement personnalisé. Par ailleurs, en sa qualité de négociateur auprès des partenaires, il peut aussi solliciter l'appui de l'administration, l'intervention des parents, des partenaires, voire de la communauté, quand il trouve que les difficultés de l'enfant seraient liées à des facteurs extrascolaires. La direction de l'école constitue, elle aussi, un acteur important pour la réalisation des performances scolaires, en ce sens qu'elle contribue à renforcer les dispositions pédagogiques dont l'enseignant a besoin pour mener convenablement ses activités d'enseignement. La pédagogie axée sur l'apprenant nécessite un environnement physique sain, approprié et sécurisé. Les conditions de travail dans les classes, les équipements mobiliers, le matériel pédagogique doivent être mis à disposition. Ainsi, en collaboration avec la direction de l'enseignement et les autorités de tutelle qui déroulent les politiques éducatives et gèrent les ressources, le chef d'établissement doit œuvrer à réunir ces conditions. Dans le cadre des dispositions pédagogiques à prendre, la direction doit transmettre aux autorités éducatives les besoins en formation exprimés par l'enseignant pour un relèvement du niveau des enseignements. De même, au sujet de certains élèves aux résultats inquiétants, la direction de l'école peut échanger avec l'enseignant pour essentiellement entrevoir un encadrement systématique. Au besoin, la direction peut rencontrer les familles de ces élèves afin de mieux comprendre la source de leur blocage. Le rôle des parents et des familles est aussi déterminant dans l'amélioration des performances scolaires. Ils doivent assurer l'encadrement de l'apprenant, le sensibiliser sur les enjeux de l'éducation, veiller à son bien-être, dont le sommeil réparateur. Assurer le suivi des enseignements d'apprentissage. Ce suivi ne doit pas se limiter uniquement à la maison. Les parents peuvent s'enquérir du travail, mais surtout du comportement de leur enfant en classe, d'où l'importance de prendre part aux réunions parents d'élèves enseignants. À cette occasion, l'échange d'informations au sujet de l'enfant peut s'avérer utile lors des enseignements d'apprentissage et faire aboutir à de meilleures performances. La communauté est aussi interpellée et peut participer valablement à l'amélioration des conditions de travail à l'école qui sont gages de bonnes performances. Nous savons tous que l'éducation coûte cher, même si l'ignorance l'est encore plus. Les partenaires techniques et financiers peuvent aider à renforcer les infrastructures, les équipements scolaires, mais surtout soutenir certains élèves en situation de vulnérabilité. Investir sur l'élève, c'est investir pour l'avenir, pour la société future. En somme, si la réalisation de la centralité de l'élève dans les enseignements d'apprentissage interpelle essentiellement l'enseignant et l'apprenant, les performances scolaires restent aussi tributaires d'autres facteurs et acteurs importants. La pédagogie centrée sur l'apprenant implique un travail collaboratif de toute la communauté éducative, chacun jouant sa partition dans le concert de l'amélioration des performances et de la réussite scolaire. L'apport de chaque membre est d'une importance capitale. C'est pourquoi il est important de créer un cadre de concertation entre les acteurs qui permet de cibler de manière efficiente les domaines d'intervention de chaque acteur. En guise de recommandation, que dis-je, d'exhortation, nous voudrions lancer un appel aux différents acteurs pour rappeler d'abord aux enseignants qu'ils exercent un métier exaltant, car au-delà de la joie de voir son élève réussir, il procure un enrichissement personnel, puisque, je cite, « En formant les autres, on se forme soi-même », pour parler comme Sylvain. Cette méthode active vient encore montrer que l'acte pédagogique n'est pas une autorité que l'enseignant exerce, mais un service qu'il rend. Son travail va au-delà du pédagogique pour intégrer le fonctionnement social et émotionnel du groupe. Nous encourageons les autorités publiques,
à poursuivre le renforcement des équipes enseignantes pour améliorer le taux d'encadrement des élèves pour une mise en œuvre optimale de l'approche par les compétences. Aujourd'hui, les apprenants sont souvent en contact direct avec certains outils de recherche et d'apprentissage connectés, tels que les ordinateurs et les téléphones portables. Afin de préparer les apprenants à faire un usage utile des réseaux sociaux, de la blockchain et de l'intelligence artificielle, les autorités en charge de l'éducation pourraient instituer un cours d'éducation à la citoyenneté numérique dans les programmes. Aux parents, nous recommandons de redoubler de vigilance par rapport à l'utilisation des appareils électroniques, des supports de jeux et des réseaux sociaux. Une addiction à ces distractions ne peut que conduire à des contre-performances scolaires. Au terme de notre analyse, nous avons tenté de montrer l'importance des innovations apportées par la pédagogie active dans les enseignements-apprentissages. Dans la pratique, elle promeut la relation d'apprentissage entre l'apprenant et le savoir, la responsable de l'élève, la proximité entre les principaux acteurs, le développement des compétences individuelles et collectives et l'autonomie dans l'apprentissage. Nous ne jetons pas l'anathème sur l'approche par objectif jugé anachronique, certes, mais qui pourrait être appelée à la rescousse dans certaines situations d'enseignement-apprentissage si l'enseignant en éprouve la nécessité. En tout état de cause, les objectifs des enseignements-apprentissages restent le développement de compétences pour préparer l'enfant à faire face aux défis futurs. Il reste entendu que cela doit passer par la réalisation de bonnes performances scolaires, une tâche qui doit impliquer tous les acteurs de l'éducation. Ce système pédagogique qui est appliqué aujourd'hui dans nos écoles offre de réels avantages aux élèves, dans leur cursus universitaire surtout, avec l'avènement et la montée en puissance de l'enseignement à distance. Enfin, à travers la centralité de l'élève dans les enseignements-apprentissages, les pédagogues ont réussi la prouesse de faire évoluer une méthode. Mais un autre défi qui les relancé reste la gestion des technologies de l'information et l'adaptation au numérique, car il faut éviter à tout prix que la pédagogie centrée sur l'enseignant d'hier et la pédagogie centrée sur l'élève d'aujourd'hui deviennent demain une pédagogie centrée sur l'intelligence artificielle. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions M. Tine pour son discours riche en enseignement.